va? Vous êtes prêts dans la salle? Ouais. Alors ça tombe bien. Je vais me présenter. Je m'appelle Philippe Chapeau. Je suis le fils de mon père, qui était le fondateur de la Lettre de l'audiovisuel en 78, qu'il a créé, qui a été rédacteur-chef pendant 20 ans. Moi, j'ai été dans le tennis et maintenant, je suis dans la radio et le podcast et l'audiovisuel. C'était pour la petite présentation sympathique. Je suis quand même, depuis 20 ans, créateur des éditions HF qui organisent le Salon de la radio, le guide professionnel de la radio et qui maintenant publie un magazine qui s'appelle La Lettre Pro de la radio, un mensuel, un site web d'actualité. On s'est tourné vers le podcast depuis très longtemps, puisqu'on en fait depuis 2004, du podcast. Donc c'était vraiment au début du salon. On faisait des MP3 qu'on diffusait sous forme de RSS. C'était le podcast de l'époque. Et aujourd'hui, on fait un magazine qui s'appelle Le Pod. Alors je vous ai quand même amené un petit exemplaire pour vous montrer. Voilà, ça c'est le Pod. Ça c'est la lettre pro de la radio. Il faut bien faire un peu d'autopromo. Et puis on a lancé il n'y a pas longtemps un magazine qui s'appelle Red Tech. C'est la même chose, mais au niveau international et mondial. Secteur de la radio, de l'audio digital et du podcast. Voilà, donc directeur de la publication et fondateur de ces supports. Et bientôt, pour l'été prochain, un nouveau magazine, un scoop, qui s'appelle Podcast Magazine et qui va sortir en kiosque. Voilà, donc si ça vous intéresse d'en parler dans vos différents supports, quand ça sortira, on est partant. Alors tout cela pour vous confirmer que le futur de la presse me passionne et que la voix est au cœur de tous les débats. De la voiture au téléphone portable en passant par les enceintes connectées. La place de l'audio, souvent considérée comme le parent pauvre du cinéma ou de la télévision, a repris ses lettres de noblesse. C'était d'ailleurs un des objectifs avec le guide de la radio, c'était de montrer que la radio avait encore ses lettres de noblesse. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis 20 ans à valoriser ces médias. Surtout pour le bien de notre imaginaire. Puisque c'est de ça dont on va parler, c'est de l'imaginaire qu'on peut créer avec la voix et avec l'audio. Et c'est bien de cet imaginaire dont on va parler avec nos 4 invités qui connaissent très bien le sujet et sont tous passionnés par l'audio sous toutes ses formes et par l'écrit, bien entendu. Alors la thématique de la session, on l'a un peu fait évoluer, si vous avez vu entre le programme et... parce qu'on va pas vraiment parler de podcast, on vous a menti. On va parler de la révolution. Non, partez pas, vous allez voir, c'est sympa quand même. La place de la voix, en fait, entre les éditeurs de presse et les lecteurs. On a fait une petite réunion de préparation. Tatiana était trop occupée pour participer à cette réunion. Ça, c'est une petite boutade. Mais on était quand même très... on savait ce dont on allait parler, hein, puisque nous avons Cécilia qui est avec nous et qui nous a un peu dit ce que faisait la tribune. Hein. Donc on a 4 intervenants. Tatiana de Franqueville, qui est donc directrice générale de la tribune, quand même. Cécilia Gabizon, vice-présidente de TX Studio et directrice éditoriale également. Philippe Janet, qui est là et qui remplace, mais qui est aussi cofondateur avec Luc Julia, qui sont les cofondateurs d'Audia Lab. Et Luc, qui notamment est un des fondateurs de Siri. Vous savez, si vous avez un iPhone, si vous ne connaissez pas Siri, c'est qu'il y a un problème. Et Olivier Lindresse, directeur du numérique du groupe Lagardère News, qui est ici avec une double casquette aujourd'hui. La casquette, bien entendu, d'Europe 1 Studio, qui est le studio de production de podcasts natif de Lagardère. Et bien entendu, de la casquette de JDD et du Paris Match, qui réalise aussi des podcasts, et on va en parler. Alors, bien entendu, c'est d'audience digitale dont nous allons parler, puisque le sujet tourne autour de la voix et que c'est un peu compliqué de mettre de la voix dans un magazine papier. Même si on peut en faire la promotion, bien entendu. Donc de text to speech, autrement dit, d'un texte écrit à un texte lu, pour ne pas employer d'anglicisme. Et nous allons aussi parler de comment cette voix s'intègre-t-elle dans les supports écrits et digitaux des éditeurs de presse, et qu'en pensent les lecteurs, parce que c'est quand même un peu eux à qui il faut penser. Bien entendu, nous allons voir que cette voix réelle ou synthétique, on a de plus en plus d'exemples de voix synthétiques qui arrivent sur le marché, peut apporter, et ce qu'elle fidélise, quel rôle joue l'innovation dans tout cela, imprégné de plus en plus par l'intelligence artificielle. Voilà pour le pitch de démarrage. Et je vais commencer la première question par Tatiana de Franqueville, de la Tribune. Donc dans les 5 millions de visites, si je ne me trompe, en octobre, donc je vais donner les chiffres d'octobre 2021,
que vous avez sur le site web. Est-ce que la voix prend une place centrale aujourd'hui pour vos lecteurs, puisque vous avez mis en place cela sur la tribune.fr. Vous parliez lors de votre intervention à InnovAudio mardi de détox visuel. C'est ce que vous désirez apporter à vos lecteurs ? Oui, c'est absolument ça. C'est effectivement dans un contexte de retour à la mobilité très forte, on évoquait le temps, d'avoir le temps aussi de consommer l'information. Dans un monde qui se transforme, on a véritablement besoin d'avoir des repères, de l'information. Mais aujourd'hui, le temps nous manque de nous informer. Et je crois que l'audio augmente ce temps disponible qu'on peut avoir. D'abord parce qu'on est effectivement, on peut travailler et écouter à la fois. On peut se déplacer et écouter. On peut cuisiner et écouter. Donc ça décuple ce temps. Donc oui, je pense que ça fait vraiment partie. Je le disais à InnovAudio, c'est que la tribune a comme baseline partager l'économie. Partager l'économie, c'est rendre l'économie accessible à tous. Et l'accessibilité, ça passe évidemment aussi par l'audio. Ouais, oui, notamment. Donc je vais continuer le tour des éditeurs de presse pour faire un petit tour de nos intervenants, avant de passer aux acteurs de solutions qui sont aussi parmi nous. Olivier Landrès, au JDD, donc plus de 4 millions de pages vues mensuelles, si je ne me trompe, et à Paris Match 96 millions de pages vues mensuelles en octobre. Vous avez de votre côté aussi une large audience numérique. Vous avez donc l'expertise du podcast avec les podcasts natifs d'Europe 1 Studio. Vous avez lancé le podcast L'Anti-Sèche avec le JDD récemment. Est-ce que vous les avez lancés, ces podcasts, parce que vous deviez d'en lancer ou parce qu'on se doit d'être présent sur tous les supports quand on est un média ? Alors c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, quand on est un média, l'origine, le format originel du média compte de moins en moins. On doit être présent sur tous les formats. Néanmoins, pour nous, paradoxalement, donc dans notre groupe, on a une branche presse et une branche radio. Et paradoxalement, on ne s'est pas non plus lancé sur l'audio à corps perdu en lançant 10 ou 15 podcasts. Parce qu'on sait d'expérience que c'est facile de lancer un podcast, c'est difficile de l'installer, de faire en sorte qu'il fonctionne, qu'il trouve son public. Le marché du podcast est un marché naissant, encore pas très mature. Et dans lequel il est difficile de vraiment se développer. Donc en fait, on a lancé 2 podcasts. Un podcast pour Paris Match, il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Paris Match Stories. C'était une série, en fait. Voilà, qui était une série courte à l'occasion des 70 ans du magazine, qui était une expérimentation, un moment de communication, de mise en valeur de ce qu'était Paris Match et de sa singularité. Et on a lancé ensuite L'Anti-Sèche. Alors la démarche de L'Anti-Sèche, c'est la suivante. L'Anti-Sèche est un format qui se développe pas mal sur le JDD, qui a existé d'abord dans une newsletter qui s'appelle le Journal de demain, en brève, qu'ensuite la rédaction a étendu dans un format quotidien, publié sur le site, plus long. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était un format qui fonctionnait bien dans tous les schémas. On a vu qu'il fonctionnait bien en audience. Et puis on a vu aussi qu'il fonctionnait bien auprès d'une certaine population qui est importante pour nous, qui sont les utilisateurs les plus engagés, voire les abonnés. Un exemple, on sait que les lecteurs du site qui ont consulté une fois dans le mois l'Anti-Sèche ont 20 à 25% plus de chances de s'abonner que les autres. C'est accès gratuitement, le podcast ? C'est accessible gratuitement. Et donc, on en a déduit que c'était un format qui devenait identitaire, et donc dont on voulait accroître l'empreinte. Donc on a fait ce podcast avec plusieurs objectifs. D'abord, accroître donc cette empreinte, c'est-à-dire, comme disait Tatiana, aller sur d'autres usages, d'autres moments que celui de lecture, et essayer de toucher le plus de monde avec quelque chose qui est JDD. Il y avait aussi un objectif publicitaire qui est... on a une régie qui vend très bien de l'audio puisqu'on a une régie radio, et de faire en sorte de se développer. Et puis également un objectif d'expérimentation, de se dire comment est-ce qu'un nouveau format audio, écouté principalement sur des plateformes externes, peut nous aider à développer notre objectif premier qui, pour le JDD, est l'abonnement numérique. D'accord, bon, mais très clair. Alors on reviendra un peu, bien entendu, sur tout ça. On fait notre petit tour avec Cécilia. Cécilia Gabizon, votre slogan chez ETX Studio, c'est l'audio augmentation. Alors cet audio augmenté qu'on pourrait comparer un peu à la réalité augmentée pour l'image.
ce text-to-speech qui semble satisfaire les lecteurs selon une récente étude d'Audion, si vous suivez un peu ce qui s'est annoncé d'ailleurs à InnovAudio. Vous le proposez, et c'est vous d'ailleurs qui réalisez donc l'augmentation audio de la tribune. Comment on se lance dans cette aventure audio ? C'est quoi les étapes lorsqu'on a un quotidien ? Certainement, il y a des gens qui ont des quotidiens dans la salle, ou des hebdos, ou des mensuels, en ligne, ou du contenu texte sur le digital, et qu'on veut de l'audio. Alors, je vais vous raconter ça dans l'ordre. Déjà, notre slogan, juste, c'est la révolution. Et on aime bien en fait ce slogan-là parce qu'on pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pas simplement le développement des podcasts qui est déjà génial, c'est quelque chose de plus profond et plus massif et plus systémique, qui est qu'on va passer d'un internet de clavier à un internet d'écran à un internet vocal. En fait, où on va interagir avec les contenus à la voix. Alors comme ça paraît toujours un peu de la science-fiction. Aujourd'hui, en fonction de qui vous êtes, vous intéressez plutôt au contenu, à la production, à la création. Mais la façon dont sont distribués les contenus et dont les gens accèdent au contenu conditionne énormément ce qu'on produit, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire pour toucher les gens. On l'a vécu tous, les éditeurs de presse. Comme vous savez, chez ETX, on est aussi un éditeur de presse. On est une agence de presse. On travaille avec l'AFP. On a une partie de dépêche sur les mutations des modes de vie. Et on fait aussi beaucoup des médias et peut-être de vos médias, que ce soit du print ou du digital. Donc nous, on est un acteur de la presse. Et en fait, on a connu ça quand le digital est arrivé. Au départ, on s'est dit comment transposer. Mais en réalité, c'est tout qui change bien plus profondément. Et nous, là, avec l'audio augmentation, c'est finalement, on s'est dit comment est-ce qu'on va aider. Comment est-ce qu'on va aider les éditeurs de presse, les médias, à faire cette transformation, sachant qu'on connaît aussi les difficultés, les contraintes des médias pour apprendre sans cesse des nouveaux métiers, des nouveaux modes de distribution, des nouvelles créations. Et donc, il y avait aussi une proximité, une continuité. Ça a été expliqué l'autre jour à InnovAudio et c'était très intéressant. Finalement, entre le langage écrit et l'audio, il y a une continuité. Probablement plus proche qu'avec la vidéo. Et donc, en fait, on a travaillé des voix de synthèse qu'aujourd'hui, moi, je préférerais appeler, chez ETX, on appelle plutôt des voxa. Parce que voix de synthèse te donne l'impression que tu vas être avec ton GPS dans la voiture qui dit « tournez à gauche », alors qu'on a beaucoup progressé. Et qu'aujourd'hui, ces voix, quelque part, notamment en anglais, en espagnol et en portugais, sont pratiquement extrêmement proche des voix humaines. La vraisemblance de ces voix est incroyable. En français, pas encore tout à fait. Mais donc, ces voxa, en fait, elles viennent... Alors, les éditeurs y ont pensé, ils se sont dit, on va faire lire nos articles par des comédiens. Comme ça, il y aura une version audio qui sera disponible puisque les gens aiment les podcasts. Je vais accélérer. Mais en fait... Non, c'est pas pour ça, c'est qu'ils réagissaient à ce que tu disais. disais. Il y a une question, en fait, il y a une question de modèle, de coût, d'industrialisation. Est-ce que vous allez faire jour et nuit travailler des comédiens pour lire tous les articles que vous produisez ? Oui, il y a eu d'ailleurs dans l'étude qui est sortie, excuse-moi, je te coupe, on a vu qu'apparemment, les lecteurs, alors bon, c'est une étude sur 1000 personnes, oui. Je limite l'impact d'une étude quand c'est sponsorisé, et ça c'est personnel. On en a fait aussi pour le salon de la radio, et on place les questions qu'on veut, et on a les réponses qu'on veut par rapport à l'étude qu'on veut faire. Bon, bref, ça c'est parce que... Vous le savez aussi. Mais notamment dans cette étude, il disait que apparemment les gens s'en foutent. Enfin, c'est kiff-kiff entre voix et voix de synthèse. Alors aujourd'hui, pas forcément. Ça marche probablement pas sur tous les contenus, mais notamment sur tout ce qui est information ou sur tout ce qui est serviciel ou information servicielle. En fait, la voix de synthèse joue très bien son rôle parce que elle le lit de manière chaque fois jour meilleure. Et aujourd'hui, évidemment, petit moment, moi aussi pour ETX Studio Stand 23, mais en gros, ce que je vous dis, c'est qu'on a nous retravaillé ces voix pour que finalement elles prononcent de mieux en mieux, elles comprennent le contexte. Je vous donne un exemple. Le français est extrêmement difficile parce que quelque chose qui s'écrit C-A-S peut se prononcer un K, si c'est son K, ou peut se prononcer cuillère à soupe si c'est dans une recette. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, l'intelligence sémantique, elle doit comprendre le contexte pour comprendre comment elle le dit. Donc ça progresse. Et ça permet de prendre en charge des très grandes quantités, c'est-à-dire que quelque part de basculer toutes ces quantités, ce patrimoine d'informations vers de l'audio. Ça n'empêchera pas, je le dis, qu'il y aura bien sûr tout un rôle de création qui sera porté par des humains, des journalistes, des créateurs sur la création audio, comme il y a différents styles d'information. Mais la voix de synthèse, la Voxa, va pouvoir permettre de passer à l'échelle pour les médias.
Et RMC d'ailleurs t'a proposé de devenir animatrice lors d'Innov Audio parce qu'il trouvait que la voix de synthèse était bien, mais que la voix de Cécilia était bien mieux qu'une voix de synthèse. Je me tourne enfin vers Philippe Janet, cofondateur avec donc Luc Julia, un des papas de Siri, expert de la reconnaissance de la voix depuis 1994. Philippe, on vous présente, mais vous êtes aussi une sommité dans la presse digitale et dans le digital, même si vous m'avez dit que maintenant vous êtes un peu sur la fin. C'est vrai, c'est ce que vous m'avez dit à la préparation. Non, mais il faut dire les choses, franchement. Et vous m'avez dit que vous avez plus de temps maintenant que vous n'aviez avant. Voilà, exactement ce que vous m'avez dit. Donc vous êtes donc tous les deux cofondateurs d'Audia Lab, qui est, alors pour faire simple, un agrégateur intelligent des outils de reconnaissance vocale et qui transforme automatiquement vos articles en voix. Alors il existe de nombreuses solutions payantes sur Internet qui utilisent des API d'AWS, d'Amazon, de Google et j'en passe parce qu'il y en a pléthore. Audia, si on devait donner une image, est-ce que votre savoir-faire c'est le côté caché de l'iceberg, cette agrégation? Je suis pas venu avec mon sonotone, donc Non. Je m'attendais pas à être enterré si vite. Bon, effectivement, j'ai passé du temps dans la presse, mais quand même. Oui. Mais je fais d'autres choses en même temps que Audia. C'est vrai qu'Audia, c'est devenu une passion, en fait. Il y a longtemps, quand je dirigeais leséchos.fr, j'avais fait des tests de voix de synthèse et je m'étais ridiculisé absolument dans une présentation où on avait la une du journal qui parlait du licenciement d'un garçon qui s'appelait Steve Case, qui était le patron d'AOL. Et le titre était devenu « Steve Case débarqué d'AOL ». Donc on s'est dit que c'était pas terrible. Donc depuis, le temps a passé. Cécilia a raison, ça ne cesse de s'améliorer. Et j'ai eu la chance de rencontrer Luc Julia dans des conditions un peu bizarres. Il s'excuse de ne pas être là. Il a été nommé au conseil d'administration de Radio France. Donc il est là-bas cet après-midi parce que c'est quand même la classe. Oui. Et donc Audia, ça fait quoi ? Ça utilise tout le savoir de Luc Julia dans la voix de synthèse. Quand on a créé Siri, même si Siri, ça énerve tout le monde, à commencer par Luc, il a une expertise totale là-dedans, donc il a mis ses équipes au travail. Et effectivement, Audia, c'est une boîte qui va faire le transfert d'un fichier texte à un fichier MP3, MP4, avec une qualité de voix vraiment très bonne. Effectivement, c'est bien meilleur en anglais, c'est bien meilleur en espagnol, c'est bien meilleur en portugais, c'est pas mal en italien, en français, c'est plutôt pas mal. On y a ajouté à toute cette techno de reconnaissance de text-to-speech, on y a ajouté un peu d'intelligence artificielle qui permet de lire l'article, faire lire l'article par un robot, qui lui va déterminer de quoi parle l'article. Si ça parle de la mort de Belmondo, on ne va pas utiliser la même tonalité que si ça parle de la victoire du PSG. C'est pas tout à fait le même rythme, ça ne va pas être la même tessiture de voix. Et comme on a une vingtaine de voix différentes, plus un certain nombre de rythmes différents qu'on utilise, ça va à chaque fois s'adapter à l'article. Et on va y ajouter, pour éviter le ridicule d'AOL, on a ajouté un thésaurus qu'on a construit, on a acheté des morceaux, puis on construit au fil du temps, qui fait qu'il y a un peu d'humain quand même dans la démarche pour ajouter la qualité ou garantir la qualité de ce qui sort. On ajoute, je pense que c'est pareil chez vous, on ajoute les noms d'entreprise, on ajoute les noms propres, on ajoute les acronymes, etc. au fur et à mesure, de manière à ce que on évite les catastrophes AOL. Voilà ce que ça fait Audia. C'est un nouvel acteur. C'est une histoire passionnante, vue de l'EHPAD. C'était fin de carrière que je voulais dire, voilà. Ça marche, bon, j'arrête. Ouais. Je ne sais pas si ce sujet des Voxa vous intéresse, et je l'espère, parce que c'est un sujet très important sur le modèle. Sur le modèle finalement économique et sur le modèle de création et d'expérimentation et sur la présence des médias sur ce nouvel univers
qui est celui de l'audio. En l'occurrence, moi je voudrais juste ajouter une chose. Nous, donc, comme vous savez, donc, on a aidé, on est très fiers, la Tribune à devenir 100% audio. Ça veut dire que la Tribune est aujourd'hui un journal à lire et à écouter. On pense qu'il faut des stratégies massives. Alors vous pouvez écouter la Tribune, c'est très bon. On est partout, on est au Canada, on est en Espagne, d'autres groupes français vont sortir aussi. C'est très impressionnant de le mettre en œuvre parce que tout d'un coup, en fait, ça vous fait plonger dans une dimension nouvelle où les articles, pour l'instant, c'est une question d'usage. Finalement, les articles, on peut décider de les lire ou de les écouter. Et cet usage-là change. Et à mesure qu'il y a de l'offre, en fait, ces usages s'installent. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait de partir sur des choses très globales. C'est qu'en fait, ça va être un peu une bataille d'usage, l'audio. Ça va être une bataille d'usage. Est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et l'Evoxa, qui en plus, ça permet de faire... En vrai, on fait 2 voix. Nous, maintenant, on fait des traductions. Il y a 82 langues. Une même voix peut parler dans 82 langues en traduction simultanée. Donc, en termes d'échelle de ce que ça permet de faire, c'est absolument... c'est inégalable, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. Et pour les médias, c'est aussi une façon de prendre pied et d'expérimenter, quelque part, la relation audio, qui est la suite de ce dont vous vouliez parler sûrement, qui est d'expérimenter cette relation audio avec les internautes, avec les abonnés. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on met ce contrat audio, cette relation audio, quand on entre dans les oreilles de nos internautes? Très bien. Tatiana, à la Tribune, au-delà de l'accessibilité, qui est tout de même, en fait, c'est une énorme avancée pour l'accessibilité pour les personnes malvoyants ou non-voyants. C'est pas de cette accessibilité-là dont je parlais, c'était l'accessibilité. Oui, non, mais les usages. oui, tout, complètement. Alors, enfin, les personnes malvoyantes, non-voyantes, ils ont déjà leurs outils, donc ils n'ont pas besoin forcément qu'on mette tout en audio. Comment est-ce que vous mesurez l'intérêt de vos lecteurs et est-ce que cela ne les habite pas à ne plus lire vos contenus, mais à les écouter et donc de s'abonner à des flux RSS au lieu de s'abonner à vos magazines? La question, alors elle est intéressante, votre question. D'abord, on est loin d'avoir tout fait pour pouvoir encourager la lecture de nos articles. Demain, on travaille avec ETX à développer des playlists, la constitution en fait de playlists de lecture sur les thématiques qui vous intéressent et qui sont produites par la Tribune. Donc ça, c'est un véritable sujet. Je reviens juste sur un point qu'a abordé Cécilia, qui pour moi est très important et que j'avais aussi abordé à Innovodio, mais c'est de dire quand vous avez l'oreille de quelqu'un pour entamer une relation avec votre abonné et avec votre lecteur, il n'y a rien de plus proche que l'audio. Donc c'est une capacité, finalement le travail qu'on fait, c'est un travail d'écriture, mais de le distribuer à la lecture ou en audio, peu importe, quelque part. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul lecteur qui se ressemble aujourd'hui. L'idée, c'est de répondre à l'usage du lecteur tel qu'il a envie de le consommer de lui et d'être disponible dans toutes ses formes. Et d'ailleurs, demain, l'idée, c'est aussi de pousser à la pédagogie de l'information. Aujourd'hui, chacun raconte son information. Il ne suffit plus seulement de produire l'information, il faut savoir aussi la raconter. Et on est aujourd'hui capable de transformer une information écrite. On restera toujours un média écrit. C'est une question qu'on s'est posée, d'ailleurs, en tant que média. C'est de dire, aujourd'hui, on est un média écrit. Est-ce qu'en tant que média écrit, on a de l'avenir? C'est une véritable question. Mais je crois que la profondeur de réflexion, la profondeur d'analyse, de décryptage d'une actualité ne peut pas exister sans l'exercice écrit. Donc ça, on a reposé cette conviction-là, nous, aujourd'hui. Simplement, on se dit comment on donne accès à ce contenu sous toutes les formes qui existent aujourd'hui. Certainement demain aussi en vidéo, en résumé, en digest, en format complet, etc. Donc après, pour mesurer l'usage, c'est bien sûr des réunions qu'on est en train de mener avec la CPM pour certifier les écoutes. C'est le développement de l'usage en proposant évidemment des playlists de lecture. C'est de créer un générique La Tribune qui d'emblée installe la marque comme dans un univers radio, dans l'univers de la marque. Ce logo sonore et cette identité sonore. Voilà, l'identité sonore. C'est de pouvoir toujours continuer à travailler sur la qualité parce qu'au moment où on a installé l'audio augmenté, on a eu toutes les questions légitimes qui peuvent se poser autour de l'audio augmenté. C'est de dire, quand je fais une citation, est-ce que je peux changer de voix? Est-ce que c'est pas rédhibitoire d'écouter une Voxa ou une voix de synthèse sur 8000 signes? Ça peut être un sujet. Donc là-dessus, on a beaucoup travaillé évidemment avec les équipes d'ETX. Mais c'est finalement, l'exercice a été extrêmement apprécié par les rédactions. Et vous posiez une autre question en tout début d'interview qui était de dire, est-ce que ça a été facile à implémenter? Techniquement, ça a été d'une simplicité qui moi-même m'a un peu impressionnée, parce que finalement, il a fallu
une fois que les questions techniques liées au changement de citation, etc., ont été levées, sur les sigles, sur un certain nombre de questions très techniques qu'on peut se poser à la lecture de la transformation d'un article écrit en audio augmenté, finalement, les journalistes, les éditeurs qui travaillent sur ces contenus ont été extrêmement impressionnés par la qualité du résultat. Et surtout, l'implémentation, je présente quasiment pas en disant que ce qui a pris le plus de temps, c'était finalement de se convaincre qu'on se disait « allez, on y va et on le met partout », que plutôt l'implémentation qui a dû durer 10 jours ou 15 jours sur le plan technique. Voilà, donc pour nous, ça a été une révolution. Et c'est vrai que dans la matière écrite, je ne suis pas sûre, très sincèrement, que tous nos journalistes le fassent, mais je crois que certains s'écoutent, écoutent ce qu'ils ont écrit. Enfin, écoute leur Voxa. Écoutent leur Voxa. Et vous disiez tout à l'heure que... Elles sont personnalisées ou Alors justement, c'est une question parce que vous disiez tout à l'heure que c'était plus agréable d'écouter Cécilia qu'une voix de synthèse. On sait que demain, on pourra synthétiser les voix de nos journalistes. C'est une question qu'il faudra se poser parce que ça pose la question des deepfakes, etc. Enfin, ça soulève énormément de questions. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un exercice de fidélisation qui n'est pas inintéressant et qu'on pourrait explorer. Et c'est vrai que d'écouter ces articles, ça permet aussi d'aller à l'essentiel dans le contenu de l'article. Et ça faisait partie pour moi de la révolution de la transformation de l'information qu'on mène tous dans nos rédactions. Parce qu'on a beau toujours se dire que ce qu'on produit, c'est le meilleur et c'est le plus intelligent et il n'y a personne qui produit mieux que ça, mieux que nous. On voit bien qu'on a toujours capacité à s'améliorer. Et l'audio nous aide à cela. Petite question, la traduction simultanée dont Cécilia a parlé, je pense que Philippe c'est pareil, c'est des choses qui sont... et après j'enchaînerai sur une question pour toi Philippe. Traduction simultanée, ça a un intérêt pour un éditeur de presse de faire de la traduction simultanée ou de proposer ça, par exemple, à des gens qui viennent d'un site d'Angleterre ou d'Espagne et qui automatiquement vont avoir un audio qui va être en espagnol ? Je le crois si votre offre est adaptée pour. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, la Tribune, c'est vraiment un média économique, évidemment, très axé sur les sujets de transformation et des territoires. La question est de savoir si ça peut intéresser d'autres pays, ce qu'on fait. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser avant d'y passer. Philippe, jusqu'où on peut aller en termes de fluidité et d'intonation ? Est-ce qu'un jour, justement, on en a parlé, est-ce que c'est pas déjà le cas, on peut trouver ou remplacer une voix de quelqu'un de connu ou pas et lui faire lire n'importe quel texte comme on voit que c'est déjà possible de faire avec des apps en vidéo et le morphing des visages, on voit même des humoristes qui s'en servent. On peut remplacer sans qu'on s'en rende compte la voix ? Ah ouais. La synthétisation des voix est hyper avancée. Il y a plein de gens qui le font déjà. Nous, on travaille avec certains titres de presse qui nous demandent à ce que leur éditorialiste puisse être transcrit automatiquement. On est un peu méfiant parce que ça, c'est mon vieux passé de journaliste. Je me dis, bon, si on arrive à faire la voix de tel ou tel, pourquoi pas, mais enfin, on sait que c'est pas tel ou tel. Pour le moment, on arrive encore à convaincre nos confrères d'en rester à une voix de synthèse ou de faire lire par l'éditorialiste directement son texte. Mais demain, vous le savez, en vidéo aujourd'hui, on arrive à faire dire à Zuckerberg des trucs incroyables, même que Facebook lutte contre les fake news, par exemple. On arrive à faire dire n'importe quoi à Macron, on arrive à faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc on le fait en vidéo, on le fait évidemment en son. Donc on peut avoir son avatar audio. Ah, tout à fait, ouais. Bah ouais, on peut. Maintenant, à quoi ça sert ? À personnaliser peut-être ses contenus des journalistes quand on a une voix. Donc alors, faut-il avoir une voix ? Ouais, quand on a une voix, mais dans ces cas-là, autant utiliser le journaliste, le mettre dans un studio et le faire par le journaliste. Ça coûte moins cher ? Non, ça coûte moins cher si c'est sur son temps de travail, etc. Enfin, bon, oui, c'est ça. Je vais ressortir ma casquette de vieux patron de presse esclavagiste, n'est-ce pas, Olivier ? Mais si c'est sur son temps de travail, ça sera toujours mieux qu'il le fasse lui-même, ouais. Et souvent, il va être meilleur parce qu'il va couper des trucs. Aujourd'hui, le problème, c'est que quelque chose qui est écrit n'est pas nécessairement fait pour être hyper bien en lecture. On ne parle pas de la même manière qu'on écrit. Donc, pour le coup, si on a un édito, ça peut être mieux de permettre à l'éditorialiste de couper, de rajouter des trucs. De toute façon, qu'on lui permette ou pas, il le fera. Mais par contre, pour l'ensemble d'un journal, que ce soit La Tribune, que ce soit Le Monde, que ce soit des recettes de cuisine, des résultats sportifs, etc., la voix de synthèse est largement suffisante et elle est beaucoup moins chère que des vraies voix de vrais gens. Donc le développement, il est assez inéluctable, d'abord par l'économie que ça représente, par la masse que représente toujours un quotidien, c'est entre 120 et 150 articles par jour.
Le temps de mettre tout ça en lecture avec des vrais gens sera le lendemain, donc ça ne sert à rien. Alors qu'en voie de synthèse, le temps de traitement, il va être de 2 heures, y compris le traitement humain sur les acronymes et compagnie. Donc là, pour le coup, on est capable, avec un quotidien qui boucle à 23 heures, de le sortir pour le lendemain matin en version audio 100% et en qualité audio 100%. Donc mettre de l'humain là-dedans, ça n'a pas grand sens. Ouais. Juste simplement pour enchaîner, pareil au niveau du temps, simplement pour parler sur cette question, parce que c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est en quelques heures ou alors c'est un peu plus long chez ETX? C'est instantané. Ah, ouais, c'est mieux que... Non. Ça peut être instantané. Instantané, c'est AOL. Avec 2 heures, c'est AOL. Alors, sur un point, vous voyez qu'on se connaît. Alors, il y a l'agrégateur et un autre nous, on prestataire. fait en instantané. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que comme nous-mêmes, je vous disais, on est producteurs de contenu, on teste en fait la prononciation sur... Nous, on produit à peu près 1000 contenus par mois en français et en anglais. Et les journalistes écoutent tous les contenus, ce qui fait qu'il y a en amont une intervention humaine et on réécrit phonétiquement. Et en fait, notre voix est apprenante. Ça veut dire qu'on peut la C'est nourrir au l'intelligence départ. artificielle. Ouais. Voilà, on peut la nourrir au départ d'ailleurs avec plein de noms propres qu'on lui écrit en phonétique pour qu'elle les prononce bien. Il y a des choses subtiles, il y a les noms propres bien sûr, mais il y a par exemple le mot Bitcoin. Pourquoi ça se prononce Bitcoin et pas Bitcoin? Des choses comme ça. Donc nous en fait on la nourrit, on corrige au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut voicer instantanément et que la qualité en fait s'améliore du fait que tous nos partenaires aussi remontent en fait des choses qu'on réécrit en phonétique et que la voix est apprenante. C'est ce que font la plupart des systèmes vocaux. Soyons honnêtes, il y a toujours des mots qu'on n'a pas prévus à l'avance. Moi j'ai fait ça aux Échos il y a bien longtemps. Tous les jours dans les Échos, c'était chiant. C'est le début des startups. On avait 50 noms d'entreprises nouveaux. Donc tous les soirs, j'avais 2 personnes à la documentation des Échos qui traduisaient tout ça de manière à ce qu'on puisse introduire des liens intelligents le lendemain matin sur toutes ces boîtes nouvelles qu'on avait intégrées. C'est sur ça qu'on ne peut pas être dans l'instantanéité. C'est sur tous ces noms d'entreprises nouvelles, les noms propres nouveaux qu'on n'a pas encore vus, même si on a des thésaurus de plus en plus importants, et sur les acronymes. Parce que c'est pareil, il y a des... Ouais, c'est compliqué. On travaille sur la presse médicale. Sur la presse médicale, sincèrement, le thésaurus, on ne l'avait pas. Donc on est obligé de le constituer au fur et à mesure. Un jour, on sera peut-être en instantané. Mais il va falloir apprendre énormément de choses aux machines avant d'être en instantané. Bon, ouais, voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est instantané. Olivier. Ouais, moi je voulais compléter en fait, la discussion avec le point de vue d'éditeur. Vas-y. Parce que donc moi je suis chez Lagardère depuis fin 2017. En 2018, on avait fait un tour des solutions de text-to-speech et ce qu'on avait vu, c'est que c'était ridicule et donc on n'avait pas trop donné suite. Et ensuite, on a fait un tour plus récemment, c'était en 2020, sans connaître ta solution. Et c'est vrai que c'est là où on a commencé à discuter avec ETX. Donc il est clair qu'on voit une vraie progression et en tant qu'utilisateur de ces solutions, on voit que ça ne cesse de progresser. Après, il y a d'autres sujets qui ne sont pas que des considérations financières et techniques. Nous, on distingue différents usages. Alors, sans reprendre la casquette radio, c'est-à-dire l'animateur est important et on défend ce média, tu le disais de même qu'il y a une écriture écrite, il y a une écriture audio aussi, qui s'écoute, qui est très importante. Et pour prendre un exemple de nos radios, qui n'est pas la même en radio linéaire qu'en podcast, on n'introduit pas le sujet de la même manière, on ne construit pas le récit de la même manière, on ne s'adresse pas à l'auditeur de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que nous, on applique. Ce que ça veut dire, c'est que dans la manière dont on envisage l'audio en tant qu'éditeur de presse, il y a plusieurs produits. Il peut y en avoir plusieurs, mais je vais dire 2 grandes catégories. Il y a vraiment le produit éditorial et il y a le service. Et dans le produit éditorial, là, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est une approche qu'on va qualifier de plus traditionnelle, c'est-à-dire avec quelqu'un qui parle. Et quelqu'un qui parle, qu'est-ce qu'il y a ? Mais donc, il y a cette question d'écriture, mais il y a autre chose qui est hyper important pour un éditeur, c'est l'incarnation. L'incarnation, on sait que pour les abonnements, le fait d'arriver à créer un lien avec le lecteur est quelque chose d'important. Et ce lien, il passe aussi avec l'incarnation de la marque, des journalistes, des locuteurs de manière générale. Et on sait que c'est quelque chose que l'audio permet de faire. Tatiana parlait de tous les avantages du format audio. Il y en a un autre qui est le caractère très intime de ce format, qu'on écoute souvent au casque, seul,
pour soi, parfois en mettant les autres un peu plus loin. Et donc cette relation, elle est très importante et elle a une vraie valeur éditoriale. Et c'est vraiment quelque chose qu'on promeut. Et c'est pour ça que sur l'Anti-Sèche, par exemple, on s'est posé la question, et je crois qu'on te l'avait peut-être posé, Cécilia, de faire ce podcast avec une Voxa, pour ne pas prendre un autre terme. Et en fait, on a fait le choix de le faire par Vivian Vergniaud, qui est le rédacteur en chef numérique du JDD, qui n'a aucune expérience audio, mais c'est lui qui fait. C'est lui qui fait, c'est lui qui incarne, c'est lui qui pilote l'écriture du format sur le site, la newsletter, et du coup qu'on a coaché avec l'équipe European Studio pour faire ça. On a aussi les services, mais je vais passer la parole à Tatiana, parce que tu me fais des signes. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y aura jamais mieux que la voix humaine. C'est très intéressant. En revanche, là où je trouve que ça nous challenge, cet audio augmenté, c'est dans notre capacité à transformer la manière dont on écrit une information qui pouvait être froide auparavant, factuelle, et dans la capacité à raconter un fait, une histoire. Moi, je vois certaines de nos informations sont reprises par des personnalités plus connues, comme Natacha Polony sur France Inter, par exemple, et elle va savoir raconter notre information. Et je pense qu'on a une capacité à dire la même info. Moi, je dis souvent, l'exercice, c'est de dire, voilà, il y a une coopération Thales-Google qui va intéresser un certain nombre de publics. Et en fait, cette information, elle pourrait intéresser tout le monde en vérité. Et donc, comment je peux l'écrire et la raconter et la rendre intéressante en audio de façon à ce qu'elle touche. Donc, rendre accessible l'économie, c'est aussi ça, c'est rendre intéressant l'économie. Et donc, dans notre façon d'écrire, et donc dans cet exercice audio, c'est de transformer notre façon de faire. Ça, c'est la plus grande révolution, je trouve, que le son nous apporte. Et bien sûr, ce sera jamais aussi bien qu'une voix et quelqu'un qui va mettre l'intention. Mais voilà, donc en tout cas, c'est l'exercice que moi, j'essaye de mener avec les rédactions de la Tribune aujourd'hui. Olivier, Cécilia, et puis j'ai aussi un aparté à faire. Allez, vas-y. Non, mais parce que j'avais 2 points. L'idée, c'était pas de dire que je défendais Mordicus, ce format-là. C'était juste pour dire qu'on différenciait les usages, parce que justement, et par exemple, dans les discussions qu'on a pu avoir avec Cécilia, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on n'a pas encore fait, mise en place, principalement pour des questions techniques, c'est-à-dire de bonne mise en place, de bonne intégration dans une roadmap qu'on peut avoir. Mais dans les discussions qu'on a, oui, on voit très bien que avoir accès à un journal en format audio, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On va prendre l'exemple du JDD, qui est celui dont on a discuté. Le JDD, qu'est-ce que c'est ? C'est principalement un rituel le dimanche matin. Le JDD, c'est le dimanche de 7h à 13h. La lecture du journal, c'est un rendez-vous. Et c'est comme ça que ça se développe et c'est comme ça que ça s'installe. Or, le dimanche matin, pour reprendre ce que tu disais, Tatiana, on fait souvent beaucoup d'autres choses que de lire un journal. Et on sait très bien qu'il y aurait un grand intérêt à monter une édition audio qui pourrait reprendre le format de playlist dont tu parlais et en fait d'en faire un service additionnel pour nos abonnés. Voilà, c'est pour ça que j'en venais aussi à ça. Je vous parlais de l'Anti-Sèche au départ comme un produit un peu qui avait comme objectif d'étendre l'empreinte de la marque, son identité éditoriale. L'audio peut être aussi un service additionnel comme ça l'est pour la Tribune. Alors l'aparté, en passant le micro à Cécilia, l'aparté que je voulais dire simplement, c'est que certains animateurs radio feraient bien d'arrêter de s'adresser à tout le monde et de s'adresser plutôt aux gens qui écoutent. Ça c'est personnel. Mais c'est vrai, dans beaucoup de radios, malheureusement, je suis dans le secteur de la radio, je peux vous dire que beaucoup d'animateurs radio s'écoutent et que le podcast fait beaucoup de bien parce que justement, on s'adresse vraiment à ses auditeurs différemment. Cécilia, tu voulais réagir par rapport à... Vous avez une question ? Pour moi ? D'accord. Je vais répéter la question parce qu'on n'a pas de micro pour la salle. Je l'écoute. Je viens d'avoir l'idée folle, quand j'écoute le podcast, de pouvoir dire stop et de pouvoir faire un focus sur un mot, sur une idée. Un approfondissement. Alors à quand on fait une interaction dans le podcast pour en fait approfondir à partir d'un mot. Notamment par exemple pour un article de presse, vous voulez dire. L'interactivité dans le podcast. Alors, Tatiana relève ce dans défi. l'audio lu, attention, parce que c'est la prochaine question. Et est-ce qu'on peut parler de podcast dans l'audio lu ? Alors,
Pour l'instant, Dans l'audio, parce que le pour podcast... l'instant, en fait, on ne le C'est la sait pas, mais c'est probablement des formes d'interactivité qu'on arrivera à faire, car le développement de l'audio, je le resitue dans le développement global, c'est le développement de l'interactivité. C'est-à-dire qu'on ne fera pas un développement de l'audio linéaire non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je veux dire on va basculer vers un système où la voix sera l'interface de l'accès à l'information, en fait, à la voix, on devrait pouvoir dire « dis-moi en plus sur ça », et s'il y a du contenu qui répond... C'est des skills. Voilà. S'il y a du contenu qui répond, en fait, ça interviendrait. Je voulais ajouter quelque chose sur le... Parce qu'il y a plein de développements possibles. Et heureusement, ça excite notre imaginaire et les usages. Il ne faut pas voir ça comme l'approfondissement. C'est intéressant. C'est-à-dire que finalement, quand je reprends sur ta remarque, tu disais les locuteurs radio parfois s'écoutent. D'une manière générale, le média, c'est une relation avec un internaute. Il faut être en proposition et en même temps comprendre des besoins. C'est la rencontre de cette ligne de crête qui fait qu'on fait des choses intéressantes. Si les besoins, c'est de pouvoir poser des questions pour approfondir un sujet, c'est intéressant pour un média de comprendre ça aussi, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, les gens, ils veulent l'anti-sèche sur ce mot-là. Je viens de l'entendre dans un article, en fait, j'ai besoin de l'anti-sèche pour en savoir plus. Et à propos de l'écriture et de l'écriture audio, moi, pour le coup, je suis passé de la radio, je suis né dans la radio, je suis passé de la radio à l'écrit, la télé, re-écrit, re-radio. Effectivement, c'est pas la même écriture. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant quand on se réécoute en Voxa, c'est qu'on voit ce qui est ennuyeux. Alors, ce n'est pas une éloge de la simplification des textes. Au contraire, moi, c'est plutôt une éloge de l'écriture. Mais on voit ce qui est ennuyeux, on voit ce qui est long. C'est-à-dire que quand on l'écoute, on voit ce qui est long. Et que dans le meilleur des cas, si on fait l'effort, je crois que je prolonge ce que disait Tatiana, si on fait l'effort pour les journalistes de se dire, dans mon écriture, en fait, comment est-ce que je vais directement à l'information? Comment est-ce que je l'amène? Comment est-ce que quelque part j'emmène mon lecteur, auditeur vers l'information? En fait, à l'audio, c'est bien. Voilà. Et que ça peut être vertueux. Alors, Philippe, question, est-ce que c'est pas quelque chose d'ailleurs cette interactivité qui peut se passer par le biais du texte? Parce que l'audio, en fait, il est lu, donc ça veut dire qu'on surligne le texte et qu'il suffit de cliquer sur le texte pour aller plus loin. Pour le coup, quand on a la chance d'avoir le papa Thierry dans l'équipe, c'est beaucoup plus simple. Nous, on fait tous les devs à la maison. On a la chance d'avoir avec Luc Julia tout son laboratoire en Californie, où il y a quand même des dizaines et des dizaines d'ingénieurs qui travaillent que là-dessus. Donc ce qui est assez amusant chez nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a une idée, on appelle Luc, il ronchonne parce qu'il ronchonne, et souvent, pendant qu'il ronchonne, il fait le dev tout seul. Et à la fin de la conversation, parfois, il me dit « Tiens, regarde, c'est ça que tu voulais ». Alors, pas à tous les coups. Ce que vous voulez faire là, il y a juste un problème, c'est vers quoi on les envoie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de lier la base archive, voire l'ensemble d'Internet, derrière ça, et d'avoir une réponse en audio. On risque quand même de tomber à plat assez souvent. Parce que la masse d'informations audio, elle n'est pas... Wikipédia, aujourd'hui, c'est pas en audio, typiquement. Donc, il va falloir qu'on fasse ce travail-là. Après, ce que vous décrivez, oui, ça va venir. Évidemment que ça va venir. Je pense que là, c'est notre imaginaire qui ne sera pas suffisant pour aller vers tout ça. Alors on va parler du futur. C'est un peu comme Antidote. En fait, Antidote, déjà, c'est un logiciel qui permet d'aller plus loin dans les définitions, et on peut imaginer un Voxa ou une voix qui va lire tout simplement ce que Antidote, si vous savez, c'est le logiciel de correction automatique qui s'intègre à tous les logiciels qu'on a sur un ordinateur. Ça pourrait très bien être ça aussi. Ça existe entre guillemets déjà. Il suffit d'intégrer une synthèse vocale dessus. Exactement. Alors là, pour le coup, ça c'est... Allez, je vais faire du Luc. Ça, c'est hyper simple. T'as pas une question difficile. Il a une imprimante intégrée, non, Luc? Olivier, alors, est-ce que le JDD, c'est un podcast, on en parlait un peu en préparant cette session, qui n'est pas là pour coûter très cher. Parce qu'un vrai podcast natif qu'on produit, c'est comme un peu un film au cinéma qu'on produit. Il y a un vrai travail avec des coûts derrière, des comédiens, des auteurs. Donc là, ce n'est pas forcément l'idée du JDD, mais est-ce que cet audio augmenté, c'est du podcast? Et c'est un peu une question collégiale que je vais poser. Est-ce qu'on peut appeler... Et d'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle on a changé le titre, puisque le titre au début de la session, c'était le podcast, mais ce n'est pas vraiment du podcast, puisqu'il n'y a pas de flux RSS derrière. Sur l'audio augmenté. Par contre, sur le podcast du JDD, il y a un flux RSS. Et on va parler du flux RSS un peu plus tard après. Oui.
Donc oui, c'est un podcast. En quoi ça n'en serait pas un? Le JDD. Ah, le JDD ou l'Anti-Sèche? L'Anti-Sèche, en fait. L'Anti-Sèche. L'Anti-Sèche du JDD, c'est un podcast. En quoi ça n'en serait pas un? Qui est envoyé sur toutes les plateformes. Est-ce que l'audio Exactement. augmenté, ça peut être considéré comme du podcast à terme? Non, le podcast, c'est un format, c'est un format spécifique audio, et il y a d'autres formats audio. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que les formats audio se multiplient. Donc pour reprendre des gens qui sont loin devant nous, là, il y a le New York Times qui lance une application audio, là en version bêta. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils insistent sur le fait que, évidemment, ça va être un catalogue de podcasts, les leurs, ceux de Serial et de toutes les boîtes qu'ils ont intégrées, mais également des formats audio plus courts qui sont intéressants. On parlait des assistants vocaux, il y a eu des formats de brief qui ont bien fonctionné à un certain temps, qui maintenant sont plus en retrait. Aujourd'hui, quand vous allez sur Alexa, vous dites « Alexa, donne-moi l'info », il y a Alexa News qui propose Radio France et Europe 1, et dans lequel on a une playlist. Donc en fait, encore une fois, l'audio, comme vous le disiez en introduction, est un format qui s'est développé sur le numérique plus tard que le texte, que la vidéo. C'est une chance. Et donc ça suit son cours, c'est-à-dire de diversification de formats, d'usage. On a eu toute la hype Clubhouse, cette application de live audio. Alors oui, qui est redescendu, oui. Il n'empêche, se retrouver à plusieurs pour parler, sans se voir forcément. Moi, je pense qu'il y a un usage. Cette application, elle est redescendue, mais si vous êtes adepte de Twitter, vous tombez parfois sur des Twitter Space où il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc là, il y a des applis de micro-podcasts qui se développent comme Beams. Bref, ça bouge dans tous les sens. Et donc, le terme podcast, ça correspond à un format, et l'audio correspond à l'ensemble. Ouais, ok. Pareil, vous êtes ok sur le principe? Moi, je suis d'accord avec Olivier. Je pense que l'avenir, ça peut être effectivement de distribuer notre audio augmenté ailleurs, dans des plateformes audio. On parle de droits voisins, mais ça peut être aussi via Alexa News, Google News. Donc l'avenir, c'est aussi ça, c'est-à-dire de ne pas rester centré sur nos propres sites. Ça peut être une expérience abonnée, mais ça peut être une expérience de découverte aussi de nos propres contenus. Donc je pense que ça fait partie en tout cas des leviers, en dehors de ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qu'on souhaite travailler à la tribune. Voilà, alors si on a le temps, on ira un peu plus dans la technique pour ceux que ça intéresse. Et on va parler monétisation après, Cécilia, mais si tu veux réagir. C'est toujours important d'avoir les usages en tête, c'est-à-dire que c'est important d'avoir l'audio, et il y a toutes sortes d'audio. Aujourd'hui, finalement, on englobe un peu ça sur le thème audio-digital, en gros, l'audio qui n'est pas de la radio, je dirais, ou l'audio qui est diffusé sur le digital. Donc l'audio digital, et il y a tous les genres possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand même, il faut aller vers là où il y a des usages. Ça veut dire que soit vous pouvez créer l'usage chez vous, mais il faut se rendre compte de quel va être l'usage. Est-ce que les gens, pourquoi ça va leur rendre service? Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient la version audio? Donc finalement, quels sont les usages? Est-ce que c'est un usage de je mets ça dans ma playlist et je vais courir, je fais autre chose le dimanche matin et j'écoute ça en même temps? Et il y a aussi des plateformes où les gens vont pour écouter des choses. Donc là, il y a un usage d'écoute. Et en fait, très intéressant d'être évidemment présent sur ces plateformes où les gens sont venus. L'intention est super importante dans le média, vous le savez. En fonction de ce qu'on est venu faire, les gens regardent plus de vidéos sur YouTube que les vidéos YouTube intégrées dans les papiers. Parce qu'ils sont venus pour regarder des vidéos. Donc l'intention est très importante. Donc le fait de pouvoir être distribué largement, qui a toujours été un des enjeux du digital, c'est hyper important. Et d'être distribué là où il y a l'usage. Voilà. La monétisation. Tatiana, on commence par toi, on va parler finances. Donc, comment on monétise ce genre de contenu à la tribune? On sait apparemment que les auditeurs, ils veulent pas vraiment payer pour ce genre ou s'abonner pour ce genre de service. Ça peut évoluer, bien sûr, hein, et puis rien n'est fixe. Mais pour accéder à l'audio augmentation, il faut prendre un abonnement à la tribune, si je ne me trompe. Est-ce que vous tâtonnez encore ou vous apprenez en avançant? Vous avez une roadmap ou des résultats à partager sur cette augmentation? Alors moi, j'aurais pas posé le problème comme ça. Encore une fois, notre objectif, c'était de s'adapter aux usages. Donc effectivement, de proposer une forme de lecture de nos contenus qui s'adapte aux usages. Ensuite, l'idée, ça a été effectivement de proposer l'audio-augmentation sur l'intégralité de nos contenus. Au départ, on s'est posé la question de savoir si on le réservait à nos articles payants ou à nos articles gratuits. Finalement, on s'est dit, si on écoute la conférence de Marion Vice tout à l'heure, il y a un revenu par utilisateur, de l'audience qualifiée qui vient sur nos sites. Je fais de la promo pour les copains. Et effectivement, vous avez une audience qui vient, qui ne s'abonnera jamais, et celle-là, vous la monétisez par de la publicité. Ce n'était pas notre priorité aujourd'hui, et ça fait partie des développements qu'on mettra en place en 2022.
Et en revanche, pour nous, c'était d'offrir un service complémentaire à nos abonnés. Et donc, les abonnés payaient déjà pour l'information de la tribune. Le seul chiffre que je peux vous partager, c'est simplement que, comme beaucoup d'éditeurs médias, et d'ailleurs, il y avait eu plusieurs posts qui ont été partagés à ces sujets-là, à cette époque-là, parce que quand on sortait du confinement, après avoir vécu un âge d'or des audiences et des abonnements pendant 1 an et demi, on a tous connu une période de décrue et une période de churn de nos abonnements. Ce que je peux dire, c'est que quand on a lancé l'audio-augmentation, qui s'est suivi d'autres innovations, et d'autres innovations aussi par d'autres changements à la tribune, c'est qu'on a retrouvé le même niveau d'abonnement que pendant le confinement. Ce qui s'est représenté par du plus 25%. Donc ça, c'est un chiffre que je peux communiquer aujourd'hui et qui est resté stable depuis, parce que j'avais la crainte qu'en effet, ce soit un chiffre temporaire au moment de l'annonce de l'innovation et qui est resté stable depuis. Voilà le chiffre que je peux ça veut dire partager. qu'il y a de l'augmentation gratuite pour les articles gratuits. Absolument. Et l'augmentation, la même augmentation, mais qui est payante pour les articles payants. Absolument, et avec l'idée de dire demain, les articles gratuits pourraient être monétisés par de la publicité au début de l'article. Philippe, c'est pareil chez Audia, on fait ce genre de système? Oui, je voudrais juste revenir sur un truc, c'est que dans ma longue vie, quand on a créé l'abonnement sur lemonde.fr, enfin le moment où il s'est mis à marcher, c'est quand on a ajouté la version iPad. Avant, on avait un abonnement qui vivotait parce que c'était juste l'abonnement du site. Quand on est dit maintenant, on a appelé ça l'abonnement intégral, il y avait l'iPhone, l'iPad et l'ordi. C'était toujours le même contenu, etc., etc. Sauf que ça a explosé parce qu'on a juste ajouté des nouveaux supports. Je suis absolument convaincu que quand on va ajouter la version audio, ça va contribuer aussi à amener de nouveaux abonnés. Ça va aussi contribuer à garder les abonnés qui sont là. Donc ça sert à ça. On ne va pas nécessairement dire abonnez-vous spécifiquement à la version audio. J'y crois pas du tout. Par contre, c'est un vrai sujet d'augmentation de la qualité de l'offre dans l'abonnement. Après, sur les parties gratuites, nous on a testé ça, on s'est intégré des tags qui font qu'on va chercher de la pub. Les gens vont accepter ou pas, mais en tout cas on va le tester. On sait le faire. À chaque fois qu'on l'a testé, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est assez. Enfin, faut vraiment réfléchir sur le format de la pub. Il faut que ce soit très court, parce que interrompre la lecture, c'est le truc qui va faire fuir les gens. Le côté intrusif. Ouais. Donc il va falloir faire. Je pense qu'on n'a pas fini de tâtonner sur tout ça. On a l'air malin, on dit des trucs, on n'en sait pas grand-chose. Ouais. Mais bon, alors à mon grand âge, j'en profite un peu. Il y a des trucs qu'on a déjà fait et qui fonctionnent. C'est ça. Cécilia pour enchaîner. Alors sur la monétisation, en tout cas, alors comme en France, on démarre en fait, hein, en tout cas quand on parle pas de podcast mais de Voxa, on démarre en fait sur le fait qu'il y ait des médias qui se lancent au complet sur une offre Voxa. Donc ça c'est en train de monter, et notamment de la pub qui vient en début ou en mid-roll ou à la fin. Aux États-Unis, où il y a déjà plus d'expérience, en fait, ça marche relativement bien. C'est du programmatique, hein, on est d'accord. Le programmatique, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut quand même connaître les termes, c'est des publicités qui ne sont pas forcément liées avec votre contenu, ou qui le sont, mais qui sont quand même assez intrusives. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, c'est un peu tout ce marché, toute cette production est en train de se structurer. Ça veut dire que même les pubs sont en train de s'améliorer. Aujourd'hui, l'expérience des pubs audio était une expérience assez basique parfois. Et maintenant, on comprend qu'en fait, il y a plein de façons de faire de la pub audio de manière plus intéressante et de manière aussi géolocalisée. C'est-à-dire que ça a été évoqué l'autre jour, c'était super intéressant. On ne va pas s'adresser de la même manière en fonction qu'on est, notamment si on est de la grande distribution, si on est en Bretagne, si on est à Marseille, etc. Donc ça donne des possibilités intéressantes qui fait que ce marché, en tout cas de la pub audio et de la pub qui va venir en programmatique sur les Voxa, en fait, il est en train de gagner en personnalisation, et c'est l'ensemble de tout ça qui fera à la fois les revenus et le fait que ça sera plus acceptable parce que ça sera rendu plus serviciel, donc mieux reçu. Voilà. Mais la monétisation, bien sûr, et si les éditeurs y vont sur la voie, ils ont aussi un besoin de monétisation, même si ça a été. Donc, et il y a de la monétisation. Le podcast, ça monte, mais vraiment en termes de monétisation. Et les Voxa aussi. Après, dans le podcast, je ne sais pas, c'était un peu la suite, on s'en est parlé. Il y a la relation d'intimité avec l'abonné
celui qui écoute, l'internaute, etc. Et ça a aussi une valeur qui n'est pas directement forcément une monétisation publicitaire, mais cette relation-là de confiance, d'intimité, et du coup aussi de connaître l'abonné dans des choix plus personnels qu'il peut faire sur des podcasts ou sur des articles, où ça remonte beaucoup de données. En fait, ça a aussi une énorme valeur pour les éditeurs. Très bien. Quelqu'un veut réagir ? Non, c'est bon. Alors, au niveau de Cécilia, au niveau c'est quoi les ingrédients à ne pas oublier pour faire en sorte que l'audiolu performe ? Parce qu'il y a quand même des problématiques. Alors après, encore une fois, j'en reviens un peu à mon idée de flux RSS et de podcast, parce que si on arrive à avoir une voix qui est vraiment fluide, qui fonctionne bien et qu'on peut ajouter éventuellement, puisqu'on voit qu'on peut ajouter éventuellement des beds musicaux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une annonce qui est plutôt internationale, donc ça c'est pas trop su en France. Adtonos, qui est une société qui fait des logiciels, qui vient de sortir une plateforme, je vous invite si ça vous intéresse à aller voir, de personnalisation publicitaire dans le monde entier pour le Covid. Ils ont fait un exemple avec un bed musical, avec une voix. Je l'ai envoyé à mon rédacteur en chef. Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, tiens, c'est de la synthèse vocale, parce que je savais que c'était de la synthèse vocale. Donc je l'ai envoyé à 2 autres personnes pour leur demander si c'était de la synthèse vocale. Et ils m'ont dit, oh, bah, c'est une voix d'un acteur. J'ai fait, ah, donc c'est moi qui savais qui... c'est pour ça que j'ai imaginé. Donc c'était très bien fait. Et on choisit sa ville, on choisit son pays, on choisit sa région, et j'ai même trouvé Brive-la-Gaillarde, c'est pour vous dire. Et en fait, la publicité est générée automatiquement avec la personnalisation de votre publicité. Donc ça va quand même assez loin. Alors, sur la qualité, parce qu'il faut se projeter dans une innovation qui arrive. Donc, ça veut dire que la courbe en fait, d'amélioration, d'apprentissage, de création est devant nous. La première chose que l'auditeur attend, c'est que déjà ce soit de qualité, c'est-à-dire que finalement ton expérience sonore soit de qualité. Là, c'est ce que vous disiez, le bed, c'est finalement un fond sonore, un jingle qui te met dans ton ambiance, qui te dit où tu es, une prononciation qui soit juste, une façon d'articuler, un design sonore. Nous, en l'occurrence, on est en train de travailler énormément le design sonore. Alors, quelque part, il n'est pas entendu, par contre, il est ressenti, le design sonore. Vous n'allez pas vous dire, tiens, il y a du design sonore, mais en fait, vous allez le ressentir. Il y a des formes de silence habité, des mélanges de voix, des reprises, des petits bruits à un moment donné, comme des relances, qui fait que l'attention revient. Et en fait, c'est pas forcément un truc, vous dire, ah tiens, j'ai entendu ça, mais le fait que vous ne l'entendiez pas et que vous restiez, que l'attention reste, ça, c'est une amélioration. Ouais. La deuxième chose, c'est que les voix vont quand même, aujourd'hui, ça coûte encore assez cher de faire des voix personnalisées. Néanmoins, c'est le chemin qu'on va suivre, c'est-à-dire que pas forcément la copie des voix de journalistes, mais des voix qui porteront l'identité d'une marque média comme l'identité d'une brand au global. Et donc des voix personnalisées vont se créer, et il y a 2 choses, soit des voix personnalisées qui incarnent une personnalité qu'on connaît et dont on aurait son double avatar, soit des voix personnalisées, mais qui sont complètement d'un autre genre, la voix du 3e genre en quelque sorte. La Voxa comme une voix de dessin animé, comme une voix particulière. C'est-à-dire finalement, on va jouer de l'univers de l'avatarisation, et il va y avoir des voix. Le meilleur exemple serait la voix des dessins animés, de Donald, des voix qui vont aussi être des voix d'incarnation. Aujourd'hui, on voit des choses intéressantes, c'est que les jeunes utilisent sur TikTok des doublages en voix de synthèse. Je fais une vidéo où il y a un texte qui est écrit, et en fait, je programme pour qu'une voix de synthèse, je programme en appuyant dessus juste, pour qu'une voix de synthèse le lise. Ça veut dire que quelque part, il y a un certain nombre de productions jeunes générations qui sont déjà incarnées par des voix de synthèse. Donc ça nous annonce des changements très importants aussi autour de ces voix. Il y a même des Instagrammeurs de synthèse. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé, mais faites un Instagrammeur de synthèse et il y a des profils de gens virtuels sur Instagram qui font des millions et des millions de vues. Question par Philippe, au niveau de... Si on arrive à une qualité proche, enfin on a un habillage, on a un logo sonore, on a un espèce de design sonore en plus intégré. En fait, on est quasiment sur le podcast que vous faites avec le JDD. Mais est-ce que derrière, on a un intérêt à ce que ce contenu-là soit disponible, si on fait en gratuit, par exemple, pour ceux qui sont gratuits, avec un flux RSS sur les autres plateformes? Parce que là, ça pose quand même d'autres problèmes. C'est un peu la même logique que du contenu écrit. Aujourd'hui, il y a des articles dont un morceau est disponible sur Google. Et n'est-ce pas Marion ? Quand on va cliquer sur l'article, on va arriver sur un truc qui va nous dire « Halte là, c'est payant » ou il vous reste 80% de l'article à lire.
Aujourd'hui, cette logique-là, elle ne dépend pas de la techno ou du support. Ce n'est pas parce que c'est de la voix ou du texte que ça va être différent. C'est une décision de l'éditeur. C'est une décision à un moment de se dire mon modèle économique à moi, c'est de donner 2-3 articles généralistes gratuitement, mais les articles hyper importants pour moi, qui sont les articles que je veux vendre, je ne vais en distribuer que 10%, 15% sur les plateformes de podcast. C'est parfaitement possible. Je pensais que vous étiez en train de me poser la question de savoir si un jour, ce qu'on était en train d'inventer avec les voix de synthèse allait remplacer les podcasts. Non, oui, non. Alors, bien c'est d'accord, c'est complémentaire, mais c'est Okay. la manière de pouvoir s'abonner aussi, parce qu'en gros, cet audio lu, on ne peut pas s'y abonner. Non, mais la demande... avec nos outils RSS, avec par exemple Apple Podcast. Si. Et voilà ce que je voulais savoir. Bien sûr, bien sûr. On peut s'abonner. Il y a des playlists privées, des playlists cachées, qui sont portées par les plateformes, auxquelles on peut s'abonner. Il y a une demande déjà. Sur le salon, moi j'ai vu passer mes camarades d'e-press et d'autres, tous les gens qui font aujourd'hui de l'agrégation de contenu, ils viennent en disant c'est génial votre machin, est-ce qu'on pourrait faire des revues de presse, est-ce qu'on pourrait faire des playlists, etc. Les ayants droit et les détenteurs de droits sur la presse, je pense qu'à un moment il faut leur poser la question au CFC de savoir si quand on paie la redevance CFC pour les éditeurs, est-ce que ça intègre la version audio ou pas? Parce que là ça va devenir intéressant, c'est-à-dire que demain, sans être obligé d'aller faire le tour de tous les éditeurs, on va pouvoir créer des revues de presse numériques, audio, qu'on va pouvoir distribuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne paiera pas les droits d'auteur, on n'est pas candidat à la présidentielle, on va payer évidemment, mais il y aura un guichet unique qui nous permettra de le faire et qui permettra à des acteurs de le faire. Enfin, des acteurs du marché, pas des acteurs qui parlent. Oui, Olivier, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parce que sinon on enchaîne. Allez. La mémoire visuelle versus la mémoire auditive pour les articles lus. Influencer aussi la façon dont on perçoit, parce qu'il va y avoir des intonations, il va y avoir potentiellement du cynisme, alors que quand on le lit, c'est factuel, c'est froid, et on se fait s'approprier. Voilà, est-ce qu'il y a des études donc entre le lu et la voix Ok, en tout cas, les taux de ce qu'on appelle de mémorisation des messages sont les plus forts sur l'audio. Il y a des études qui comparent, en fait, notamment sur les messages publicitaires. Hein. Donc, et les taux de mémorisation sont les plus forts sur l'audio. Aussi parce que l'audio, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, l'oreille, l'intime, les gens écoutent, en fait. C'est aussi un moment de confiance. C'est aussi un moment où on se livre à ce qu'on écoute, versus, souvent, on traverse des flux de vidéos, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'expérience de l'audio digital, c'est pas une expérience de flux. Donc, il y a une très très bonne mémorisation. Audio Innov, si ça vous intéresse, parce que vous allez retrouver les données plus précises que j'ai pas si précisément. Ils ont donné aussi des chiffres sur le fait de la transformation en acte d'achat. C'est-à-dire que c'était très convaincant. Quand c'est un audio lié, en fait, sur un produit, il y avait beaucoup de transformation. Je ne sais pas si c'est l'objet de votre question, mais en tout cas, finalement, la capacité d'influence de l'audio, la mémorisation était forte et la capacité d'influence était forte. Ensuite, sur la question du ton, si c'est quelqu'un qui le lit versus une voix plus factuelle. Alors, moi, je crois, bien sûr, l'émotion, mais l'émotion est partout. Donc, l'émotion nous influence, mais je ne crois pas, par contre, à des formes de neutralité. C'est-à-dire que dans le journalisme, ça c'est plutôt une question de l'information, même si elle est lue avec une voix neutre, dans le fond, c'est ce qu'on écrit, c'est l'information elle-même qui porte une vision, et c'est celle-là qu'il faut expliciter. C'est pas parce qu'on va la lire de façon neutre que ça va être une information neutre, c'est ça que je veux dire. Alors la narration doit quand même jouer un rôle, bien entendu, et l'écriture. On peut pas... Oui, tu veux réagir une seconde? Ouais. Oui, je resterai quand même objectif par rapport à ça. Je pense que la voix humaine et même si la techno est super, etc., l'intention et l'engagement que tu vas mettre avec une voix humaine ne sera jamais la même que on devrait faire la conférence en synthétique, ça serait sympa. Oui, certainement. On peut faire des trucs quand même qui donnent, ce que je disais tout à l'heure, nous on a un outil qui permet de repérer de quoi parle l'article, et en fonction de ça, on va avoir un ton un peu différent en fonction du contenu. C'est sûr que le rythme de la voix, le rythme sur le de rythme, la voix... Sur le rythme, sur l'intonation, etc., on sait faire des choses. Un deuxième point, c'est qu'a priori aujourd'hui, mais c'est très très tôt, on se rend compte que les gens abandonnent beaucoup moins vite la lecture d'un article en audio que la lecture d'un article sur un écran. Donc ça joue.
Et aujourd'hui, on fidélise plus un lecteur audio qu'un lecteur classique. C'est le début. Peut-être que là, pour le moment, on a affaire à un fan club et que le jour où ça sera généralisé, ce ne sera pas exactement les mêmes données. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, c'est l'âge. Après, ce que disait Cécilia, je trouvais très important sur l'environnement sonore qui va entourer la voix de synthèse. Tu parlais de silence habité, d'environnement sonore qui existe aujourd'hui dans les podcasts et qu'on crée dans les podcasts. Ces éléments-là sont extrêmement importants pour ne pas se sentir dans quelque chose d'un peu informatisé ou justement on parle de voix de synthèse. Tu utilises le mot Voxa parce que justement voix de synthèse représente tout l'univers de l'informatique qu'on n'aime pas. Et je pense que c'est extrêmement important. Tu as retrouvé du coup, c'est génial. En fait, juste si vous avez une lecture complètement plate, il y a un marché intéressant, c'est le marché de l'endormissement. Et je pense que là, pour le coup, il y a une négo à avoir avec la sécurité. C'est la SMR, c'est ça, c'est la SMR. Je pense que la sécurité sociale peut être un acteur intéressant du marché. Ah, c'est l'imaginaire, là, oui. Donc, quelle différence entre un livre Moi, j'ai lu tous les James Bond, c'était toujours Sean Connery qui jouait le rôle. C'était un acteur avant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai des questions. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Et puis je vais peut-être descendre avec le micro, ce sera plus simple pour que ça soit enregistré aussi dans la vidéo. Olivier, quelle est la différence entre un podcast lancé et donc appuyé, soutenu par une radio comme Europe 1, avec son audience, et un podcast lancé et donc appuyé et soutenu par une publication print et web comme OJDD ou Paris Match? Alors peut-être que pour la partie podcast, vous vous appuyez sur les moyens techniques des radios pour créer ça, mais quelle stratégie doit-on mettre en place lorsqu'on n'est pas forcément habitué à l'audio dans son ADN de support papier et digital pour générer de l'écoute, puisqu'on est quand même là pour parler un peu des supports papier et surtout digitaux. Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que nous, comme on est radio et presse, oui, pour avoir le recul, c'est. Ouais. Mais est-ce que là actuellement, vous avez mis des choses en place, en tout cas, cross-promotion, des trucs comme ça? Ce qu'on peut dire à nos partenaires avec qui on travaille côté Europe 1 Studio, et c'est que la démarche qu'on a dans les titres presse, c'est que pour réussir un podcast, il y a 3 choses qu'il faut bien réussir. C'est la production, la distribution et la monétisation. Et dans les faits, réunir tous les éléments pour réussir les 3, c'est très compliqué dans ce marché. C'est en fait compliqué de produire un bon podcast, de penser un bon podcast, de le faire avec un certain niveau de qualité suffisant. Quand je parle de qualité, ce n'est pas forcément la plus haute qualité sonore de production. Il faut ajuster en fonction du besoin. Je prends l'exemple de l'Anti-Sèche. On fait quelque chose de très simple, volontairement, là où sur d'autres podcasts, on fait des récits très évolués, très produits. Ça n'en est pas moins un podcast. Ensuite, je répète, le fait que lancer un podcast, c'est facile. C'est très facile, en fait. Maintenant, la barrière à l'entrée est très faible. L'installer dans le temps, faire en sorte qu'il trouve son public, faire en sorte qu'au bout de 3, 6 mois, 1 an, il ait encore sa pertinence, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand vous regardez tout ce qui s'est lancé sur le marché, vous prenez toutes les annonces de lancement de podcast, vous regardez 12 mois après, vous voyez que le cimetière est assez large. Oui, il y a un gros cimetière. Oui. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et donc quand on lance le podcast pour le JDD, donc moi j'ai l'équipe numérique JDD et Europe 1 Studio, on travaille ensemble à penser le podcast, la production, le format, les circuits de distribution. Donc j'en viens au deuxième point qui est la distribution. Donc le podcast, je ne parle pas de tous les usages audio, le podcast en tant que tel, aujourd'hui, c'est principalement sur les plateformes audio que sont Apple Podcasts, Spotify, Deezer, toute cette myriade d'applications de podcast qui existent, et également sur les sites et applications de radio. Parce que l'usage replay est très fort. Premier point important, il faut avoir en tête que moi-même, je parlais du New York Times, mais on parle beaucoup de ce qui se passe à l'étranger. Le marché du podcast en France, il est très spécifique, dominé par les radios, dominé notamment par Radio France. Et donc, trouver sa place dedans, c'est plus compliqué
que par exemple sur le marché US, où on parle beaucoup du daily, oui, mais le daily c'est lancé sur un marché US où les radios sont fragmentées, donc il n'y a pas de format qui prenait la place que prennent les formats radio replay aujourd'hui. Et donc, trouver sa place sur ces plateformes, c'est très compliqué. Donc là, si je vous fais le discours qu'on tient côté Europe 1 Studio, nous, on est partenaire privilégié d'Apple Podcast, de Spotify, de Deezer. On a un lien très étroit avec ces plateformes-là. On fait même des productions ensemble. Et donc, on fait en sorte de l'utiliser pour en faire bénéficier nos partenaires. Le JDD, en l'occurrence, a intégré Mon Daily. Mon Daily, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonctionnalité lancée par Spotify, je pense en juin dernier, qui est une playlist personnalisée, mise à jour quotidiennement, dans laquelle on trouve des formats parlés, principalement des podcasts d'infos. Il y a notamment celui de l'AFP, Le Monde, qui a été lancé et financé par Spotify, et la musique qu'on a, nous, en tant qu'utilisateurs. En gros, c'est une forme de matinale radio, mais personnalisée. Donc c'est une attaque directe sur le format radio. Parce qu'on a des relations proches avec Spotify, on a intégré le JDD dans le daily, et le JDD aujourd'hui fait partie du top 2021 des podcasts Spotify. Voilà, donc c'est un second enjeu, la distribution. Et ensuite, il y a la monétisation. Et donc monétiser l'audio, c'est compliqué. Nous, on a la chance d'avoir une régie radio qui s'est mise très fortement à l'audio. Pour vous donner un petit ordre d'idée sur l'évolution du marché, sur le mois d'octobre, on a fait presque autant de chiffre d'affaires que sur toute l'année 2017. Voilà. Donc on est dans une croissance très forte du marché audio qui néanmoins reste petit, reste grévé par plein de soucis structurels, notamment en termes de mesures, d'adressage. Mais bon, ça se développe, et ce que ça a apporté pour le JDD, c'est du pré-roll, alors certes avec des formats assez classiques. Ça ne finance pas du tout le podcast, mais on ne cherche pas à le financer par la pub. Mais un point qui est intéressant, c'est qu'on a fait une opération spéciale pour le JDD qui était en podcast. Et si on n'avait pas lancé l'anti-sèche, peut-être que ça aurait été une newsletter, peut-être même que ça ne se serait pas fait. Et là, on a fait une opération spéciale autour d'Astérix, en podcast, un podcast JDD. Voilà. Ça attire des abonnés de faire un podcast comme ça? Non. Là, nous, pour l'instant... Ouais, c'est clair. Non, mais aussi parce que pour l'instant, on ne le fait pas dans cette démarche-là. Nous, il y a la démarche d'empreinte de marque dont je vous parlais, que ce soit des podcasts comme l'Anti-Sèche, Paris Match Stories ou ces opérations spéciales-là sur Astérix. Après, pour les abonnés, c'est vrai qu'on y réfléchit. Il y a le service, comme peut copier ce qu'a fait la Tribune, mais on réfléchit aussi, sans avoir de projet encore arrêté, sur le fait d'avoir des podcasts réservés aux abonnés. Des podcasts dans ce cas-là très premium, très proches de ce qu'on fait. Et là, on pense que ça peut avoir un vrai impact. On a vu que les plateformes allaient... il y en a même qui ont déjà démarré avec où on peut rentrer une URL privée pour s'abonner à des podcasts. Et si on n'a pas cette URL, on ne peut pas s'abonner à ces podcasts. Ouais, donc, ils sont en train de développer ça sur la plupart des plateformes. Il y a des modèles, dont, par exemple Slate, qui sont construits autour de ça. On a envisagé ça. Pour le JDD, on s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué d'un point de vue UX. On reparlait du UX tout à l'heure. Là, Spotify bouge. On peut, si on est utilisateur de Spotify, se connecter en tant que... bon, voilà. Mais c'est Spotify, et Spotify, ça reste une minorité du marché podcast. Donc en fait, il n'y a pas encore de solution. C'est vrai que c'est complexe. Pas simple. Cécilia. Alors, je ne sais pas si c'était pour prolonger sur la diffusion, le fait de trouver son public. Aujourd'hui, le gros sujet de l'audio, c'est la découvrabilité. Comment on sait que ça existe? Alors par contre, les médias ont vraiment un avantage là, les médias installés. C'est que pour l'instant, ils se sont mis tout doucement au podcast, mais en fait, ils ont une marque, puis ils ont déjà des internautes, puis ils ont déjà des lecteurs, ils ont déjà des abonnés. Ça, c'est énorme de démarrer avec ça, en termes de podcast. C'est-à-dire que le podcast, ce que disait Olivier, aujourd'hui, c'est Radio France, et finalement le replay, RMC aussi, qui domine toutes les écoutes en nombre d'écoutes, et le podcast natif, même les plus grand public, ceux qui ont le plus de succès, sont très très loin derrière. Parce qu'il y a une question de marque, connaissance de la marque, découvrabilité de la marque. Oui, et puis il y a aussi des calculs d'audience qui sont différents, des découpages de podcasts par les radios en replay qui permettent un nombre de téléchargements multiplié. Attention quand même. Alors il y a l'anguille sur le podcast. Et donc, mais là, les médias, en fait, il y a déjà une marque qui porte. Et il y a aussi une légitimité, notamment quand ce sont des podcasts d'infos, à émaner
d'une marque qui est déjà sur de l'information, d'une marque média. Donc il y a vraiment quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va être simple, mais dans la découvrabilité, en fait, le média, il a lui-même sa vitrine pour rendre ses podcasts, ses audios découvrables. Après, vous l'avez vu, c'est un univers qui en fait est un univers de création, mais qui est aussi un univers technique, c'est-à-dire l'interopérabilité, comment j'arrive à mettre quelque part mes sons, etc. En fait, il y a plein de questions techniques qui viennent miner la diffusion et la fluidité, en tout cas la rendre compliquée. Donc il ne faut pas les minorer, mais c'est intéressant en tout cas de se servir de sa propre vitrine média et de son nom pour faire connaître ses podcasts et de ne pas forcément chercher, il y a plein de stratégies possibles dans les podcasts, mais ce n'est pas forcément le podcast avec une très forte audience, mais des pods différents, une agrégation de podcasts thématiques, on dirait de niche, qui permettent d'approfondir des sujets avec une certaine partie du lectorat, par exemple. Et ça, c'est aussi intéressant pour les médias de renforcer en fait une relation, d'approfondir une relation sur certaines rubriques. Il nous reste un petit quart d'heure. Alors on dit souvent que pour créer un podcast, c'est 1 tiers de production, 2 tiers de marketing. Philippe, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Quels sont les outils nécessaires pour transformer le texte en voix? Est-ce qu'on peut encore développer des choses ou alors on utilise des outils déjà faits et après on fait sa propre recette avec les API dont on parle et tous les systèmes déjà existants? Il reste encore des choses à inventer? Je sais que oui, mais bon. C'est dommage que Luc soit pas là, il vous aurait raconté. Mais pour le coup, on est un peu sur Mosaïque, quoi. On a des concurrents, hein, vous avez compris, hein, c'est ça? Oh, d'accord, vas-y. Ouais, bon, vous n'avez pas inventé Siri. Il est toujours bien présent. On est un peu comme à l'époque de Mosaïque sur Internet. Là, on est vraiment au début de l'histoire. Ouais. Je pense que les beaux outils sont à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les grands acteurs du marché américain, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, se sont lancés dans la bagarre. Ils n'arrêtent pas d'améliorer la technicité de ce qu'ils font. C'est un peu la raison pour laquelle nous, on s'est mis au-dessus en regroupant tout ce qu'ils font, mais on a ajouté nos outils à nous. Et la part d'outils à nous ne cesse de croître. Mais en même temps, on regarde ce qu'ils font, parce que dès qu'ils ont une innovation, on regarde si elle nous permet d'améliorer ce que l'on fait. En fait, c'est un mix de ce qu'on fait nous, de techno de marché et de nos propres technos. Mais évidemment, ça va progresser. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas mal aujourd'hui. On accepte un truc moyen quand même, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire mieux pour le moment. Mais je te rejoins, en 2017, quand on écoutait ce qui existait, c'était... Moi, j'attends d'être convaincu, hein, j'avoue. C'est comme si on demandait au GPS de nous lire La Recherche du temps perdu, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une démo d'Audia et de TX Studio. Ça sera l'occasion de faire ça après le salon. On est sur le stand 35, je crois. Je suis passé déjà. En face de là où il y a du café et du jus d'orange. Ouais, alors bon, à 17h15, le salon sera fermé, mais vous pouvez quand même, il y a des pots quand même après. C'est un modèle économique, faire venir les gens pour aller Donc oui, évidemment, oui, ça oui. va. Enfin, la réponse est oui, voilà. La réponse est oui. Chez La Tribune et Lagardère, le calcul de l'audience totale, moi c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est simple aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à agréger les audiences que vous avez sur toutes les plateformes? Parce qu'il y en a un peu partout, quoi. Quand on fait du podcast, alors surtout quand on fait du podcast, parce que les plateformes sont diverses et que Apple a ses propres statistiques. Est-ce qu'il y a des outils, et je demande aussi à Philippe et à Cécilia, qui permettent de synthétiser l'audience globale qu'on fait dans le monde entier, sur toutes les plateformes? Non. Non. Je m'attendais à la réponse. Sur le podcast, oui. Nous, on utilise iStat de médiamétrie. On a aussi notre indicateur ad server. Tout ça, c'est server-side, c'est-à-dire que quel que soit le client technique, la plateforme qui joue le son, à partir du moment où c'est appelé sur notre serveur, après, c'est très rustre dans le sens où on compte souvent un téléchargement et si le fichier a été téléchargé, après on ne sait pas s'il a été joué ou pas en fonction de la plateforme. Ça dépend des entre la CPM et iStat, c'est pas le même calcul. C'est pas le même calcul, mais c'est aujourd'hui maintenant la même rigueur. C'est en train de s'harmoniser. C'est la même rigueur. Donc voilà. Après, ce qui est difficile pour nous, c'est de connaître la distribution de nos contenus. C'est-à-dire d'identifier sur quelle plateforme c'est écouté. Parce que c'est le bazar, parce que pour deux raisons. D'abord parce que les plateformes ne donnent pas ce qu'on appelle le user agent, c'est-à-dire la bonne indication. Même Apple, on a du mal à bien identifier. Ils les importent pas, les MP3 Apple? Si. Ouais. Non, donc après, c'est difficile d'avoir les stats. Non, Apple, non. Alors Spotify le fait.
Spotify le fait, il ne s'avère pas avec certains acteurs. Mais sinon, non, c'est hébergé chez nous. C'est pour ça qu'on peut suivre ça. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'il y a eu un téléchargement qu'on arrive à bien identifier sur quelle plateforme il s'est fait. Ouais. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et par ailleurs, le podcast, c'est ouvert à n'importe qui. C'est-à-dire que si vous voulez développer une appli de podcast, eh ben, vous pouvez récupérer la plupart des flux. Techniquement, vous pouvez le faire. Alors, il y a des problèmes de droit, hein, on l'a vu avec Radio France, alors, avec maintenant, beaucoup de radios. C'est en train de se normaliser, mais techniquement, dans les faits, c'est possible. Ah oui. Donc à partir de là, c'est le Far West. Dès qu'on a le flux RSS, on peut importer tous les MP3 et après les rejouer si on veut sur notre plateforme. Mais là, ça pose des problèmes de droit. Ouais, c'est intéressant. Alors encore une fois, c'est un univers qui est en train de se structurer. Donc pour l'instant, c'est compliqué. On n'a pas les données. Il va y avoir des rapports de force entre les créateurs et les plateformes pour récupérer les données. Ce qu'on peut dire, en tout cas maintenant, nous en l'occurrence, on a fait un partenariat avec l'ACPM parce qu'en tout cas, la certification des écoutes est importante notamment si vous voulez monétiser vos podcasts, et donc il faut ces éléments et c'est en train de se normaliser, en fait, de répondre au même protocole, de savoir, voilà. Après c'est vrai que toutes les informations qu'on peut récupérer autour de qui les écoute, mieux comprendre son lectorat, etc., ça va être en fait la même bataille des données pour récupérer les datas autour de l'audio qu'il y a déjà avec les plateformes, voilà. Donc, alors c'est en train de se structurer puisque le watermarking a quand même évolué depuis 2 ans, que la première mesure, les premières audiences de watermarking vont être faites à partir de janvier 2022, pardon, excusez-moi, 2021. Et donc on aura les premiers échantillons qui vont être testés sur, puisque le watermarking, vous savez, c'est ce petit signal inaudible qu'on met sur son émetteur FM, sur son émetteur DAB, sur sa diffusion en stream, sur son podcast, sur tous les différents sons. On a un watermarking différent qui permettra, on espère, parce que c'est ça que tout le monde veut, à avoir une audience globale, comme il existe dans d'autres pays. On a vu, là, il y a des études qui viennent de sortir en Angleterre, aux États-Unis, qui donnent des chiffres fantastiques pour les annonceurs et donc qui valorisent l'ensemble de l'industrie. Et c'est vrai que ça, en France, on n'y est pas encore forcément, parce qu'il y a aussi 2 structures qui sont un tout petit peu, qui se marche un peu dessus. Une question avant, il nous reste pas beaucoup, 7 minutes avant le dernier mot des intervenants. Est-ce qu'il y a une question? On a été super clair et tout le monde part avec plein d'idées, plein de connaissances. Allez, dernière question alors, pour chacun, dernier mot. Ah, pardon. Moi, j'ai une question pour vous. Qui a déjà écouté des articles, par exemple, de la Tribune ou des articles lus en Voxa? On fait un vote. Qui a déjà écouté, ou alors sur la Tribune? Quelqu'un a déjà écouté la Tribune en audio? Je pense qu'ils vont tous le faire après. Est-ce que quelqu'un a déjà écouté de l'audio parlé sur un site? L'audio parlé, hein, c'est-à-dire un article qui a été transcrit par des systèmes synthèse vocaux. Vous étiez convaincu? Si oui, levez la main. Une. Ok, bon, les stats déjà sur cette salle sont pas... qui a écouté des podcasts dans la salle, par exemple, la dernière, depuis une semaine? Ok, qui a écouté la radio depuis une semaine? Voilà. Ben, en gros, ces statistiques-là, c'est les statistiques qui ressortent de ces études, notamment. Alors après, ça dépend des pays, hein. Par exemple, les États-Unis, on est à 50% seulement de l'audience des radios, alors qu'en Angleterre, on est toujours à 80%. En France, on est encore assez important, mais ça baisse, puis ça remonte. Enfin bon, c'est un peu tout. Donc, on est à peu près dans une logique aujourd'hui de ce podcast qui est en train de monter. Donc, dernier mot pour chacun. Si vous aviez un conseil à donner à un éditeur de presse qui hésite à passer à l'augmentation par l'audio, que ce soit speech to text ou création de podcast, vous lui diriez quoi? Et ça sera un petit mot, voilà, chacun à son tour. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil vous pourriez donner à un éditeur de presse? Alors, on est là pour vous accompagner. C'est pas un conseil, ça. Non, mais parce que c'est important c'est ce que disait Tatiana. En fait, la phase où on pense ce qu'on veut faire, c'est la phase, pas la plus importante, mais en tout cas, c'est la phase qui prend le plus de temps. Pour bien penser, ça va être incrémental. On va penser une chose, puis de l'expérience, on va en apprendre une autre. Mais pour se lancer, et bien se lancer, comme toujours quand il y a de la techno aussi, c'est important de bien être accompagné pour se lancer et ensuite penser que ça va être un processus d'incrémentation, ça veut dire d'amélioration, d'innovation, de test pour améliorer au fur et à mesure. Tatiana.
Alors tu m'as volé mon idée parce que j'allais vous dire c'est très simple. Donc franchement, C'était pas prévu, il y a je leur avais de- pas dit. Très souvent, l'innovation, c'est lié à des investissements technologiques importants qu'il faut intégrer dans une roadmap. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est la première chose que je dirais, c'est que c'est simple à intégrer. En revanche, en effet, comme toute innovation, ça mérite d'être pensé et effectivement de l'intégrer dans une stratégie pour que ça porte pleinement son succès. Donc, ne pas lésiner sur la phase de réflexion et de ce que vous avez envie d'en faire et comment vous l'intégrez. Et enfin, un dernier conseil, c'est que, en tout cas pour nous, ça a marché en termes de reprise d'abonnement. Donc les Ouais, résultats ça, c'est quand peuvent être là. Ouais, ça motive en fait. Bon, et comme tout le monde va parler des mêmes solutions, je vais prendre le contre-pied. Je dirais quand même d'y aller sans réfléchir. Et par contre, là où il faut réfléchir, c'est de continuer à regarder le format podcast. Et surtout de ne pas en lancer 15, de se concentrer sur celui qui fait vraiment l'identité de sa marque et de le développer sur une longue période. Philippe. C'est pas top d'être le dernier. C'est peut-être de se demander à quoi ça va servir pour vos lecteurs. C'est fondamental parce que lancer un truc pour lancer un truc, ça sert à rien. Regardez à quoi ça peut servir, comment ça s'inscrit dans une stratégie. Et après, il y a les offres de TX, il y a les offres d'Audia. Je dirais que quasiment ça se vaut, c'est pas la même approche, on n'a pas la même manière de travailler. Comparer, aller voir ça, mais avant d'aller voir les acteurs techno, essayez de voir à quoi ça va vous servir. C'est vraiment fondamental. C'est pas une mode. J'aime pas bien le mode de comptage, ça me rappelle des vieux trucs. Alors, papier, combien il y en a qui l'ont lu, puis après l'internet, combien il y en a, puis après l'audio, combien il y en a. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est le début de l'histoire. Et ça me rappelle des vieux souvenirs, c'est que quand on est les premiers à aller quelque part, si ça marche pas, tant pis, mais si ça marche, on reste les premiers. Et je trouve que la démarche de la Tribune est là-dessus remarquable. Ils ont pris le risque, c'est des pionniers, et cet acquis-là, ils l'auront toujours. Je me souviens d'autres gens qui passaient un temps dingue à faire des études dans tous les sens, voir comment il fallait faire, et puis quoi, et puis machin. Et quand ils démarraient, c'était trop tard. Donc, regardez rapido à quoi ça peut vous servir. N'hésitez pas à y aller. Ça ne coûte pas des fortunes. Et c'est effectivement extrêmement simple à implémenter. Et un petit clin d'œil à Sylvain Gire et Arte Radio qui, il y a 10 ans, était un des pionniers à lancer des podcasts. Tatiana, le mot de la fin. Peut-être le mot de la fin, c'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé avec ETX. C'était... que tu résumes aussi, Philippe, très bien, et que tu as très bien dit, Olivier, c'est le moins différemment mieux. Très souvent, on a envie de faire des choses nouvelles. Vous produisez déjà beaucoup, donc valorisez ce que vous produisez déjà, faites-le différemment et faites-le mieux. Ça peut résumer votre démarche à la fois sur le podcast ou l'audio augmenté avec la Voxa. Eh bien voilà, c'est la fin de cette belle session sur la place de la voix entre les éditeurs et les lecteurs, dans l'objectif d'en faire des auditeurs ou vice-versa. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Je crois que l'on clôture ce salon de la presse au futur. Nous sommes ravis d'avoir été pour la première année partenaire avec la Lettre Pro de la radio et le pod. Et c'est un salon très intéressant, surtout quand on lance un magazine. Si cet univers vous intéresse, on organise une radio et podcast week du 17 au 21 janvier 2022 en ligne. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et si vous vous intéressez au podcast, eh bien, on fait des rooms sur Clubhouse. Vous voyez ? Et pour m'excuser, Philippe, tu es le premier à qui j'offre un cadeau au dinosaure de la synthèse vocale. Voilà, c'est un hors-série qu'on a fait sur les 100 ans de la radio et les 40 ans de la FM. Voilà, c'est un petit hors-série de la lettre de la radio qu'on vous donne. Comme ça, vous avez toute l'histoire de la radio résumée et plus si affinité. Merci, bonne soirée à tous.